salon Solutions Linux commence. Comme vous l'avez remarqué, on suit juste le salon de l'agriculture. Peut-être que certains l'auront reconnu à l'odorat. Et moi, je vais vous parler du cloud. Alors, ça n'a aucun rapport avec le problème du temps pour les agriculteurs, hein, pour ceux qui se posaient la question. Quand on demande aux gens qu'est-ce que le cloud, alors mon patron va répondre c'est tout au sujet de l'immédiateté, de l'élasticité et de la fourniture d'informatique en tant que service. Quand on demande au PDG d'Oracle qu'est-ce que le cloud, celui-ci vous répond c'est de la vapeur d'eau. Sincèrement, je pense, comme beaucoup de gens, que le terme cloud computing est maintenant trop utilisé à des fins purement marketing. On va coller le mot cloud devant n'importe quoi de façon à dire que c'est à la mode. Mais si on prend une définition qui est de dire que le cloud, c'est fournir des ressources informatiques en tant que service, je pense que cela a une réelle valeur aujourd'hui. Pour vous donner je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là l'année dernière pour ma keynote. Levez la main si c'était le cas. Il y en a quelques-uns quand même. Donc l'année dernière, j'annonçais ce qu'on allait faire dans le cloud. Cette année, on a donc un an de recul sur ce que l'on fait dans le cloud. Et le but de ma keynote aujourd'hui, ça va être de vous expliquer un petit peu ce que nous avons fait et ce que surtout nos clients ont fait en utilisant les technologies que nous avons. Alors, on va rebalayer en 30 secondes quelques termes dans le cloud computing. Le cloud computing, on peut considérer que fournir du logiciel en tant que service, c'est du cloud computing. Et là, même si j'accepte que cette notion de SaaS puisse faire partie du cloud computing, c'est là où je conteste assez souvent le fait de dire que puisque mon application est disponible sur Internet, c'est une application du cloud. Ce n'est pas nécessairement vrai. Des exemples de ça, Salesforce, Google Docs, Office Online, des choses comme ça. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le Platform as a Service, c'est-à-dire on va fournir un environnement de développement qui fonctionne dans le cloud. Et là, vous avez des exemples comme Google Apps, Java, Azure, etc. Et puis, un secteur qui m'intéresse un petit peu plus en tant que responsable de la distribution serveur d'Ubuntu, c'est la partie infrastructure. Fournir de l'infrastructure informatique en tant que service. Et là, vous avez des exemples comme Amazon, GoGrid, 3Tera, Eucalyptus et bien d'autres. Bien sûr, l'infrastructure en tant que service est quelque chose qui s'appuie sur une couche de virtualisation. Sans virtualisation, pas d'informatique en tant que service, mais cette informatique en tant que service n'est pas uniquement une technologie de virtualisation. C'est quelque chose qui s'appuie dessus. Je vous expliquerai un petit peu mieux comment dans un instant. Et puis, bien entendu, derrière, on a besoin de matériel, de stockage et de réseau, de façon à faire fonctionner tout cela. Alors maintenant, en reprenant le même schéma, mais en appliquant ce que nous utilisons chez Canonical, on va pouvoir dire, oui, on a plein d'applications dans le cloud. Si vous prenez Ubuntu One, Landscape, Launchpad, ce sont des applications que l'on fournit aux utilisateurs qui sont dans le cloud. Mais globalement, qu'est-ce que vous en avez à faire de savoir que c'est dans le cloud? Ce sont des applications disponibles en ligne. Alors, pour Ubuntu One, il y a une partie qui peut être intéressante, c'est le fait que l'on stocke vos données sur le modèle S3 d'Amazon. Ça peut avoir une certaine importance pour vous. Savoir dans quel format est-ce que vos données sont stockées, c'est une façon de savoir si nous allons essayer de vous enfermer dans un modèle qui est à nous ou pas. Et ça, c'est une question que je vous invite à vous poser. À chaque fois que vous allez évoquer l'éventualité de migrer vers une application en Software as a Service, demandez-vous où sont stockées mes données, comment est-ce que je pourrais en sortir demain sans souci. Pour la partie plateforme, le gros avantage, c'est que sur Linux, Linux est une formidable pépinière de plateformes de développement. Donc aujourd'hui, on ne s'est pas amusé à fournir notre propre plateforme de développement. On a déjà une superbe plateforme de développement Java, PHP, C, Python, Ruby, Perl, ce que vous voulez. Donc
Tant que vous prenez du Linux comme plateforme au-dessus d'une couche d'infrastructure, vous avez une plateforme complètement polyvalente. Elle ne répond pas encore forcément à tous les besoins de scalabilité, mais je ne connais pas un seul langage qui ne soit pas en train de travailler activement aujourd'hui à faire en sorte que la scalabilité horizontale des applications que l'on développe en utilisant ce langage ne soit pas une priorité pour lui. Donc, sincèrement, pour moi, la notion de plateforme aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu galvaudé. Il y a des choses intéressantes quand on voit ce qu'a fait Google Apps, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des applications, ce ne sont pas des plateformes qui sont, à mon avis, au niveau de ce que les entreprises peuvent attendre pour faire du développement. Une partie qui m'intéresse beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, c'est la partie infrastructure. Et c'est là où Ubuntu a fait des avancées dont je vous ai parlé l'année dernière, au niveau d'un cloud privé, d'une offre de cloud privé qui s'appelle Ubuntu Enterprise Cloud, et au niveau du fait que l'on puisse faire fonctionner dans le cloud, et notamment sur Amazon EC2, Ubuntu comme nulle autre distribution sur le marché. Alors, vous remarquerez que pour la partie Ubuntu Enterprise Cloud, nous utilisons une technologie de virtualisation qui s'appelle KVM, et pour la partie Amazon EC2, ce qui a été choisi par Amazon, c'est Xen. Est-ce que la couche de virtualisation va nous empêcher de faire communiquer ces mondes entre eux? Ben non, pas vraiment. On s'est arrangé pour faire en sorte que quand vous utilisez une image d'Ubuntu sur Ubuntu Enterprise Cloud ou sur Amazon EC2, que ce soit la même image, que celle-ci soit complètement portable et vous offre des avantages que je vais expliciter dans un instant. Alors clairement, quand on demande à nos utilisateurs est-ce que vous comptez utiliser du cloud et surtout, est-ce que vous avez des inquiétudes vis-à-vis de l'utilisation du cloud? On leur a posé la question il y a 3 mois de ça, lors de notre dernière enquête auprès de l'ensemble de nos utilisateurs d'Ubuntu Server Edition. Enquête qui a été, sur laquelle on a obtenu plus de 2500 réponses. Donc ça commence à être une taille d'enquête suffisamment intéressante pour avoir une certaine validité. Et globalement, la raison principale qui va inquiéter les utilisateurs pour le cloud aujourd'hui, c'est qu'est-ce que sont nos données? Donc ça, on revient à la question que je vous ai invité à vous poser. Quand vous utilisez du cloud computing, qu'est-ce qui se passe avec vos données? Est-ce que vous en êtes encore maître? Une autre des inquiétudes, c'est la sécurité du système. Les gens ne savent pas à quel point le service est sûr. Et puis, de façon un petit peu moins, il y a un manque de portabilité des informations entre les différents fournisseurs. Si vous ouvrez, par exemple, un compte sur Salesforce, est-ce que je vais avoir la possibilité de passer sur Sugar? Si j'ouvre un compte sur Amazon, est-ce que je vais avoir la possibilité de passer chez Rackspace? Aujourd'hui, la réponse est clairement non. Et c'est bien pour ça que ces inquiétudes apparaissent comme étant très importantes chez les utilisateurs du cloud aujourd'hui. Alors, c'est bien pour ça que quand on a défini Ubuntu Enterprise Cloud, et tel que je vous l'ai présenté l'année dernière, Ubuntu Enterprise Cloud a pour objectif de répondre à un grand nombre de ces inquiétudes. Tout d'abord, en étant un système qui est complètement open source, c'est-à-dire basé sur un projet qui s'appelle Eucalyptus, qui a été développé par une équipe de l'Université de Santa Barbara. C'est un modèle qui s'appuie sur les mêmes API qu'Amazon EC2. Amazon EC2 représente aujourd'hui, dans le domaine de l'infrastructure en tant que service, l'infrastructure la plus utilisée dans le monde. Ce n'est pas forcément la meilleure, mais au moins, le fait que les API d'Amazon soient les plus utilisées aujourd'hui et que ce soit celles dont on ait répliqué le comportement dans Ubuntu Enterprise Cloud garantit déjà le fait que si vous mettez quelque chose sur Amazon, vous pourrez le piloter de la même façon si vous l'avez sur Ubuntu Enterprise Cloud, une solution open source. Deuxièmement, on s'est assuré que cette solution permette